Je vais laisser Esther commencer en nous faisant une introduction générale, nous représenter un peu le cadre de cette réforme. Alors, donc vous êtes tous bien évidemment au courant qu'il y a eu une profonde réforme qui a été publiée au Journal officiel en octobre 2016, qui est certainement la raison pour laquelle vous êtes tous présents aujourd'hui, puisqu'il va y avoir des changements. Alors oui, il y a du changement maintenant, bien évidemment, le changement n'est pas aussi important qu'on le laisse souvent sous-entendre. En ce qui concerne les changements, les principaux gros changements, on va dire, concernent l'organisation des examens, qui, de manière générale, vous intéresseront en pratique un peu moins que le contenu de l'examen, qui, lui, va vous intéresser, notamment en ce qui concerne le choix de vos matières et le choix de vos spécialités. Alors, en ce qui concerne l'organisation des examens, il faut avoir conscience qu'on a une commission nationale qui a été mise en place, que cette commission nationale donc, comporte 8 membres. Vous savez qu'il y a à la fois des professeurs et des avocats, l'objectif étant bien évidemment de rendre l'examen plus attractif, l'objectif étant de vous rapprocher le plus du métier d'avocat, puisqu'il ne faut pas perdre de vue que c'est vraiment dans l'objectif de devenir avocat et non dans l'objectif de devenir juriste en entreprise avec le diplôme du CRFPA, comme beaucoup d'étudiants le font aujourd'hui. Donc, en ce qui concerne l'élaboration des sujets, les sujets sont élaborés par cette commission et ensuite ils vont être diffusés dans l'intégralité des centres qui vont faire passer les examens du CRFPA en France. Ce qui veut dire que de manière très pragmatique, les écrits seront communs à tous les IEJ. On n'aura plus, comme jusqu'à l'année dernière, 42 IEJ qui vont faire 42 sujets différents de notes de synthèse, obligations et ainsi de suite. On aura désormais un seul sujet qui sera commun à tous les étudiants de France qui décideront de passer l'examen du CRFPA. Alors, bien évidemment, ils vont élaborer les sujets de notes de synthèse, les sujets de droit des obligations et puis les 6 matières de spécialité pour le reste, c'est-à-dire le grand oral et l'anglais. On reste sur des matières qui vont être régies par les IEJ spécifiquement. Donc 42 IEJ, 42 autonomies, si j'ose dire. Ensuite, vous avez très certainement entendu parler de l'harmonisation des critères de correction. Alors, j'insiste sur un point. Il est extrêmement difficile d'avoir une harmonisation parfaite. Vous vous doutez bien qu'il ne va pas y avoir un seul correcteur qui corrigera l'intégralité des copies de l'examen du CRFPA. L'objectif de la commission est donc de transmettre un certain nombre d'informations aux correcteurs. Ces correcteurs qui, généralement, sont formés ou tout du moins ont un certain nombre d'expériences en la matière de correction des copies. Il a été également abordé au sein de la réforme l'idée de comparer entre guillemets les IEJ, donc les 42 IEJ qui techniquement sont censés disparaître, de comparer les moyennes obtenues par exemple en notes de synthèse dans tous les IEJ afin qu'il n'y ait pas un IEJ qui ait une moyenne supérieure aux autres. Pour donner un exemple très pragmatique, en région parisienne, on dit souvent que Malakoff est plus facile que Paris 2 ou Paris 1. Avec l'idée de cette moyenne, si Malakoff a 12 de moyenne et une fac parisienne comme Paris 1 ou Paris 2 a 8 de moyenne, l'objectif étant d'arriver à un équilibre. Cependant, j'attire votre attention sur ce point, les moyennes sont nécessairement obtenues après correction des copies, et donc forcément on ne va pas reprendre la correction des copies à zéro, c'est pas possible. Vous savez qu'en moyenne, il y a 62 000 copies à corriger en 3 semaines dans les plus gros IEJ, c'est impossible de faire. Déjà, il y a double correction, de faire une sorte de 3e correction pour harmoniser les moyennes. Donc techniquement, ça me paraît relativement difficile en pratique d'arriver à une harmonisation totale en ce qui concerne les moyennes. Par contre, en ce qui concerne les critères de correction, bien évidemment, on va arriver vers une harmonie avec des objectifs, des mots-clés, peut-être qu'on vous en parlera un peu plus en détail tout à l'heure, les articles du code de la jurisprudence, tout ça, ça reste d'actualité, le fond de l'examen en soi ne change absolument pas. En ce qui concerne le jury, alors il y a le jury pour la commission nationale et le jury pour les oraux. Le jury pour les oraux reste autonome. Chaque IEJ déterminera les membres de son jury pour passer le grand oral. En ce qui concerne le jury des délibérations, ce sera le jury qui sera désigné par la commission, mais à vrai dire, cela ne vous intéresse théoriquement absolument pas.
Maintenant, je vais aborder le contenu de l'examen qui, bien évidemment, est ce qui, à mon avis, vous intéresse le plus. On reste sur la même structure, c'est-à-dire qu'on a des matières qui vous permettent d'être admissibles et puis des matières qui vous permettent d'obtenir l'examen. Ça reste un examen, ce n'est absolument pas devenu un concours pour autant, même s'il est officiel. Tout du moins, ça laisse, il apparaît clairement que l'objectif recherché est de diminuer le nombre d'avocats aujourd'hui sur le marché du travail. Donc nécessairement, l'impact indirect va être d'avoir des exigences un peu plus prononcées peut-être, mais aucune certitude encore au niveau de l'examen. Mais vous avez 10, vous passez. On n'attendra pas de vous que vous faisiez partie des 30 ou 40% les meilleurs. Donc si on reste sur cette question admissibilité-admission, on va commencer par l'admissibilité. On reste sur une note de synthèse, très basique. Vous le savez, alors malheureusement plutôt, vous n'êtes pas préparé en tant qu'étudiant en droit à faire des notes de synthèse, d'où l'intérêt de travailler pour préparer l'examen. Néanmoins, l'exercice de notes de synthèse, entre cette année, l'année dernière et les années qui ont suivi, ne change absolument pas. La seule chose, et même je dirais que c'est un côté extrêmement positif, puisque vous avez vu récemment, on a précisé un certain nombre d'éléments dans la réforme, on nous dit, je crois que c'est 20 à 30 pages maximum. Alors, c'est génial parce qu'il y avait plein d'IEJ où il y avait 50, 60, 80 pages pour la note de synthèse. Donc ça, pour moi, c'est vraiment un plus pour vous. C'est un bon côté de la réforme. On reste sur les 5 heures, coefficient 3. Donc voilà, ça reste une épreuve importante. Ensuite, on a le droit des obligations qui est de 3 heures. Le coefficient, je crois, augmente un peu si je ne me trompe pas, il passe à 2. L'objectif étant bien évidemment que vous soyez bon en droit des obligations. Vous avez vu qu'il a été question qu'on supprime le droit des obligations et que les universitaires sont montés au créneau. Hors de question de supprimer le droit des obligations. C'est une matière fondamentale qui doit être maîtrisée. Vous savez que dans le droit des obligations, avant, il y avait toujours des débats de savoir s'il y avait RGO, régime général des obligations ou pas dans le programme. Maintenant, c'est clair, c'est net, c'est précis. C'est écrit, il y a régime général des obligations, il y a la responsabilité, il n'y a plus de doute. Au final, cette réforme, elle vient mettre un terme à un certain nombre de doutes. Pour les matières de spécialité, donc on est sur un coefficient 2. Vous savez que c'est une matière de spécialité qui, bien évidemment, n'impactera pas votre spécialité en tant qu'avocat. C'est juste une spécialité pour passer l'examen. Donc prenez la spécialité dans laquelle vous êtes à l'aise. Cette spécialité n'impactera en aucun cas votre avenir professionnel. Ce sera un cas pratique puisque, encore dans cet objectif de professionnalisation, au quotidien des avocats, on reste quand même confronté à un cas pratique. Alors, peut-être qu'on reviendra en détail tout à l'heure, il y a un certain nombre de matières de spécialité, droit civil, droit des affaires, pénal, international, travail, européen. Pareil, le contenu est plus ou moins clair, plus ou moins délimité, il a été précisé récemment. En ce qui concerne la procédure civile, alors avant vous aviez un certain nombre de choix, maintenant manifestement vous n'avez plus le choix en fonction de votre spécialité, la procédure est liée. Vous n'avez plus du coup à faire de choix tactiques au niveau des procédures. Votre choix tactique il serait plutôt orienté vers la spécialité et non pas vers la procédure. Enfin, quand vous avez passé toutes ces épreuves, vous arrivez au moment de l'admissibilité. Pour l'admissibilité, donc vous savez que tous les résultats sont communiqués à tout le monde en même temps, au moins 15 jours avant le début des oraux qui doit avoir lieu, si je ne m'abuse, le 1er novembre ou le premier jour ouvré qui suit. Donc en gros, le 15 octobre au plus tard, vous allez être fixé sur votre admissibilité. Pour les épreuves d'admission, là la réforme, à mon sens, est un peu plus importante puisque vous saviez qu'avant, vous aviez plusieurs matières, une matière de spécialité, finances publiques, tout ça maintenant c'est terminé. Vous n'avez que 2 matières à passer, le grand oral et les langues. Okay, donc les langues, ça ne change pas, on reste sur un coefficient 1. Langue anglaise, enfin vous choisissez celle que vous voulez, mais la langue anglaise est quand même celle qui est la plus pratiquée. En ce qui concerne le grand oral, donc là vous avez un changement. Vous avez non pas un changement sur les matières au fond, puisque pour l'avoir fait passer un certain nombre de fois, je peux vous affirmer que le contenu qui est clairement précisé maintenant dans la réforme était déjà le contenu qui était demandé en amont. La chose qui va réellement changer pour vous, c'est le temps. 45 minutes,
c'est énorme. Souvent, vous n'avez pas l'habitude. Vous devez présenter pendant 15 minutes et ensuite, vous êtes interrogé pendant 30 minutes. C'est ça la réforme aujourd'hui pour vous en matière de réforme du CRFPA. C'est vraiment vous entraîner pour être capable de maintenir et de réussir à psychologiquement tenir, à vous exprimer sans notes, de manière tout à fait à l'aise sur un sujet juridique pendant 45 minutes. Voilà. En ce qui concerne vraiment la réforme, on a fait le tour. Donc vous voyez qu'il n'y a finalement rien d'alarmant, il y a eu beaucoup de bruit pour pas beaucoup de choses. Puisque cette réforme a vraiment pour objectif de venir ancrer l'évolution pratique. C'est un petit peu comme finalement la réforme du droit des obligations, qui vient ancrer la jurisprudence. Là, voilà, on vient faire le parallèle de l'évolution de tout ce qui avait été acté en amont et on vient simplifier l'examen dans les matières qui vous sont proposées. Même si vous avez peur sur l'étendue des matières de spécialité qui sont prises à l'écrit, parce que c'est souvent ce qui vous fait peur, en réalité, ça vient simplifier l'examen. Et l'année prochaine, heureusement pour vous, c'est une année où on ne sait pas vraiment à quoi s'attendre sur tous les points, donc c'est un peu une année de flottement, qui sera une bonne année pour vous, en tout cas, j'espère. Voilà, juste pour terminer encore sur cette réforme, quelles sont les matières pour lesquelles on a encore des incertitudes sur le spectre à couvrir par le programme? Est-ce qu'il y a encore des matières pour lesquelles ce n'est pas suffisamment clair et dont on attend encore certaines informations? Alors, il y a des matières, je pense que droit du travail, on peut peut-être attendre encore des informations. Pour moi, droit civil, finalement, c'est la matière la plus balisée. Après, ça ne veut pas dire que je suis en train de vous inciter à prendre droit civil. Mais droit civil, à mon sens, c'est la matière la plus balisée. Droit des affaires aussi. Droit international et européen. Alors, quand bien même j'ai un doctorat en droit international, je vous déconseille fondamentalement cette matière. Et là, je peux le dire même en non-off. Puisque, en réalité, il faut être spécialiste à la fois en droit privé et à la fois en droit public. C'est impossible aujourd'hui. Enfin, je ne connais personne, en tout cas, qui oserait dire haut et fort qu'il est aussi bon en droit privé qu'en droit public. Et la matière droit international, droit européen regroupe droit international privé, droit international public, droit européen. Donc c'est vraiment un mix de tout. Et en plus, je crois que la procédure, si je ne dis pas de bêtises, est forcément une procédure publiciste. Civile. Civile. C'est pas de... Non, c'est avec la procédure civile. C'est procédure civile. Pardon. Du coup, je me suis trompée. Droit administratif, pareil, ça me semble relativement clair. Pour ceux qui sont publicistes, c'est une chance, puisqu'avant, c'était moins facile de passer le CRFPA en étant publiciste. Aujourd'hui, vous avez une vraie porte d'accès au CRFPA via la voie publiciste. Moi, je suis publiciste, justement, donc je vais prendre cette voie-là, mais il me semble qu'entre l'année dernière et cette année, enfin, les années précédentes et cette année, ce qui faisait l'objet de deux matières distinctes les années précédentes fait aujourd'hui l'objet d'une seule matière, c'est-à-dire droit administratif pur et droit des activités publiques économiques. Et par ailleurs, en droit administratif spécial, on nous a parlé de droit administratif des biens et droit de la fonction publique. Est-ce que c'est exact? Alors, tant que ce n'est pas précisé, je ne peux pas vous donner l'information parce que je ne voudrais pas vous induire en erreur et tant que ce n'est pas officiel, je n'en sais absolument pas. Ouais, alors attention. Tout ce qui est officiel passe par voie réglementaire ou par... Enfin, c'est absolument... Ça ne vient pas des IEJ. Attention. À ma connaissance, les dernières informations dont nous disposons, c'est l'actualité du 15 mars 2017 et elle provient de la Commission. Donc c'est absolument... Tout ce qui vient de vos IEJ, ne le prenez pas pour argent comptant. Non mais sincèrement, parce que là, ça va devenir dangereux. C'est pas eux, surtout qu'il y a des rumeurs qui préciseraient que... Vous savez que cette année, on est une année d'agrégation de droit privé, c'est une année d'agrégation parisienne. Donc, les sujets de l'examen du CRFPA seraient retirés aux universités parisiennes. Mais ça ne sont que des rumeurs. On ne sait pas. Donc, l'IEJ de Paris 2 qui vous informe de ça, quand bien même j'appartiens à Paris 2, je m'en méfierai. On va poursuivre, si vous voulez, sur comment choisir ces matières pour l'examen. Oui, bien sûr. Voilà. Comment choisir ces matières pour l'examen? Alors là, je me tourne vers Arnaud et Esther. Quels sont vos conseils? Maintenant, alors, on regarde des grands chamboulements de la réforme. Ça change un petit peu le programme pour tout le monde, mais quels seraient vos conseils? Bien. On va pas se mentir, avant, tous les étudiants choisissaient les matières selon la notation. On demandait comment est noté le droit de la famille, le droit patrimonial, le droit pénal, etc. Aujourd'hui, c'est vrai, c'est plus possible.
Pourquoi? Parce qu'on est vers l'inconnu avec la réforme et on ne sait pas s'il y a des matières qui seront plus accessibles que d'autres. Moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment de prendre les matières sur lesquelles vous vous sentez le plus à l'aise. C'est-à-dire, dites-vous bien que vous allez devoir réviser pendant tout l'été. Vous allez devoir lire des actualités pendant tout l'été, lire des arrêts pendant tout l'été. Donc il faut prendre non seulement une matière où vous êtes à l'aise, mais aussi une matière où vous êtes à l'aise avec le code. Par exemple, si vous êtes civiliste, n'allez pas vous mettre dans le droit pénal. Enfin, ça, c'est un conseil que je vous donne, puisque si vous êtes habitué à la logique du code civil, restez dedans. Pareil pour le droit des affaires et droit international, je crois aussi. Bien évidemment, cela va dépendre si vous êtes après le Master 1 ou après le Master 2. Bon. Vous allez tous choisir selon vos spécialités, bien évidemment. Si vous êtes après le Master 1 et que vous avez fait un Master droit privé, bah, évidemment, prenez droit civil. Alors, avec la réforme, il ne faut pas oublier que je crois que votre procédure dépend de votre choix de matière. Mais non, la procédure n'est que coefficient 1, donc ne choisissez pas votre matière pour la procédure. Parce que pendant l'été, je connais plein de gens qui n'avaient jamais fait de procédure pénale et qui s'en sont très bien sortis. Voilà. Donc, c'est vraiment votre affinité avec la matière et celle qui vous intéresse le plus. Moi, je mettrais ça sur... ce serait de mes priorités. Après, voilà, c'est bien aussi de travailler en groupe. Donc, si vous avez un ami proche, vous savez tous les deux pas quelle matière choisir, peut-être essayer de vous mettre d'accord aussi. Ça peut être une astuce. Après, je ne sais pas si vous avez d'autres remarques à faire sur les matières. Esther parle de droit européen. Moi, je suis assez d'accord avec ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire tous ceux qui sortent de M1 droit privé général, je pense que vous êtes plutôt bien préparés à passer droit civil et je vous le recommanderais. Tous ceux qui ont fait un M1, un M2 droit des affaires, en fait, réfléchissez pas vraiment. Prenez la matière qui est en lien avec ce que vous avez déjà fait. Par contre, s'il y en a parmi vous qui préparent l'ENM en parallèle, ne prenez pas droit civil quand bien même vous avez fait un M1 de droit privé, par exemple. Prenez pénal. Faites attention à ça. C'est-à-dire que pour moi, à la limite, ça sera la seule difficulté pour ceux qui passent d'autres concours en parallèle. Puisque en droit civil, par exemple, il y a régime matrimoniaux, contrats spéciaux, sûreté. Tout ça, c'est pas au programme de l'ENM, alors que tout le programme de pénal est au programme de l'ENM. Donc ceux qui décident de passer, à peu près, tous ceux qui décident de passer les deux, rapprochez-vous d'une matière qui vraiment a des liens étroits. Parce que si vous devez vous farciez régime matrimoniaux, sûreté et contrats spéciaux en l'espace de 3 semaines, ça va être compliqué. Voilà, après, pareil, ceux qui font droit du travail, prenez pas droit du travail parce que vous avez bien aimé pendant un semestre faire du droit du travail. Non, prenez droit du travail si vous avez fait un M2 de droit du travail, sinon laissez tomber. Parce que, encore une fois, la matière que vous allez passer là en tant que spécialité ne sera pas votre matière de spécialité professionnelle. Où là, peut-être, vous pourriez avoir un intérêt à choisir droit du travail, puisque c'est plus ou moins le seul domaine dans lequel il y a encore besoin d'avocats aujourd'hui. Mais non, là, oubliez, c'est vraiment pas le sujet. Prenez la matière dans laquelle vous êtes à l'aise et qui vous assurera une note correcte, au moins la moyenne, si ce n'est plus, pour avoir des points d'avance. J'aimerais juste rajouter quelque chose. Surtout, ne prenez pas une matière en vous disant « peu de gens prennent cette matière, il faut que j'aille dedans ». C'est vraiment le truc à ne pas faire. Voilà. Donc, si, par exemple, droit international, ce qui a été dit tout à l'heure, ne vous mettez pas là-dedans. Voilà. Enfin, l'année dernière, c'était vraiment, les matières classiques, c'était droit pénal, droit patrimonial ou droit de la famille. Il y en a plein qui essayaient de prendre les sûretés. Au final, c'était malheureusement les moins bonnes notes. Donc, choisissez vraiment selon vos affinités. On peut passer directement à quelques conseils. Arnaud, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton expérience et du coup de tes conseils avant que tu nous expliques comment toi tu l'as préparé? Alors, tout d'abord, il faut savoir, passer l'examen du CRFPR, ça fait peur. Et ça faisait déjà peur l'année dernière alors qu'il n'y avait pas la réforme. Il ne faut pas que la réforme vous traumatise, puisque pour moi, c'est une question de forme, cette réforme. C'est-à-dire que les matières qu'on avait avant aux oraux, vous les avez maintenant aux écrits. Donc il faut juste adapter vos révisions en sachant que vous allez passer le 1er septembre de nombreuses matières. Avant, on avait effectivement droit des obligations, procédures et une spécialité. Et après, on se disait, on verra pour la suite. Les oraux, c'est pas maintenant. Voilà. Aujourd'hui, il va falloir faire autrement. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est déjà de commencer un peu plus tôt les révisions. Pour ma part, qu'est-ce que j'ai fait?
ça peut paraître bête. Moi, j'avais pris des matières civiles. J'avais pris, qui avaient les droits des obligations. J'avais pris droit des personnes et de la famille. Et pour les euros, j'avais choisi droit patrimonial. Donc, un petit peu toutes les matières de droit civil. Sachant que dans le droit de la famille, il y avait aussi le droit des régimes matrimoniaux et le droit des personnes et des incapacités. Donc, en fait, ça rejoint à peu près ce que vous aurez cette année. Moi, j'ai commencé comment? J'ai commencé par lire mon code civil. Voilà. Ça peut paraître bête, mais votre meilleur ami, c'est votre code. Puisque tous les arrêts de jurisprudence, il faut savoir où ils se trouvent dans votre code. Il faut aller vite. C'est aussi un examen pour savoir qui va synthétiser le mieux possible, qui va apporter une réponse de manière la plus concise possible. Donc il faut savoir où chercher. Donc moi, c'est ce que je faisais. C'est-à-dire que j'ai commencé toujours par lire mon code, comme un manuel de chevet. En fait. Ça peut paraître bête, mais c'est ce que j'ai fait. Au final, ça m'a très bien servi. Et je me tenais au courant beaucoup des actualités. Voilà. Et c'est vrai que pour ça, le travail des prépas m'a énormément aidé, puisque elles vous mettent sur des voies que vous n'aurez pas forcément pensé tout seul. Voilà, elles vous disent, allez voir tel arrêt, elles vous font un topo sur cet arrêt. Et moi, ça m'a permis d'avoir la base et après de faire mes recherches en plus. Ça, c'est particulièrement important pour le grand oral, tu me dis en plus. Alors, pour le grand oral, c'est une autre question. C'est effectivement essentiel, puisque tous vos sujets vont porter sur des événements d'actualité. Par exemple, l'état d'urgence, c'est un oral de liberté publique, le port du burkini, voilà, tout ce qui est vraiment dans l'actualité. Mais c'est un peu une autre question. Pour les matières écrites, c'est vraiment les derniers arrêts de jurisprudence et les réformes qui sont faites ou qui sont envisagées. Bon. Après, voilà, il faut se tenir au courant, comme je dis, des actualités, il faut lire les revues. Vous avez par exemple, en responsabilité civile, il y a un trimestriel, je crois que c'est la RTD CIV trimestrielle, où il y a une synthèse de tous les arrêts essentiels. Bon, et ben l'année dernière à Paris 1, quand bien même maintenant c'est national, c'est la même chose. Il y avait un arrêt, l'arrêt du sidecar, et il est tombé le jour de l'examen. Donc voilà, il faut être prêt à toute éventualité. Il faut être curieux. Moi, j'ai essayé d'être curieux. Aussi, il faut le dire, un peu par peur, parce qu'on a tous un peu peur de tomber sur quelque chose qu'on n'a pas vu. Et on se dit, bah, j'ai foutu mon été en l'air pour rien. Rassurez-vous, si vous préparez sérieusement, ça n'arrivera pas. Et essayez de se parer à toute éventualité. Voilà. Et pour se parer à toute éventualité, il faut voir chaque actualité, puisque les sujets sont basés vraiment sur les actualités tout le temps. Moi, ce que je vous conseille aussi, ça peut paraître bête, mais ça m'a beaucoup aidé, c'est de ne pas travailler tout seul. Il faut travailler à plusieurs, avec des amis proches, même des gens qui ne sont pas vos amis. Mais pourquoi? Parce qu'il y a forcément... Oui, parce que c'est un intérêt commun quand même, d'avoir l'examen, qui n'est pas un concours d'ailleurs. Parce qu'il y a sûrement des points ou des arrêts que vous n'avez pas compris, que vous n'avez pas vus, et ces personnes vont être là pour vous dire, va voir tel arrêt, qu'est-ce que tu en as pensé? Voilà. Et ça, c'est important. Alors moi, j'ai un peu la double casquette, pourquoi? Parce que je suis doctorant et chargé de TD aussi. Donc, c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé, c'est que je suis habitué à corriger des copies. Et c'est très important, il faut absolument que vous lisiez vos copies et les remarques des professeurs dessus. Voilà, que ce soit, je parle de prépa semestrielle ou estivale, mais c'est en lisant vos copies, vous allez vous rendre compte de ce qu'il ne faut pas faire et vous allez même vous dire comment je peux écrire ça. Voilà. Et n'hésitez pas à lire aussi les copies de vos amis, voir comment ils écrivent, quelles sont les remarques qui ont été données sur leurs copies. Et ça, je pense que l'aspect pratique, faire les examens, c'est le plus important. Voilà. Donc, passez évidemment du temps de révision, mais surtout faites des préparations, des examens de préparation. Pourquoi? Parce que ce qui est dur aussi, c'est de finir dans les temps. N'imaginez pas le nombre d'étudiants qui passent l'examen et qui n'ont pas fini les travaux. Et donc, on sort de là, on dit, bah, je suis noté sur 14. Voilà. Et là, on est déjà démoralisé. C'est fini. Je vous rassure, même si on est noté sur 14, ça peut le faire quand même, sinon il n'y aurait pas beaucoup d'avocats. Mais voilà, vraiment se focaliser sur les examens blancs, en faire régulièrement. Et aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que souvent dans les prépas estivales, vous allez avoir des thèmes. Par exemple, cette semaine, on va faire les vices du consentement, cette semaine, on va faire... je ne sais pas, la responsabilité contractuelle, etc. Et vous allez vous dire, mais je ne suis pas assez au point sur ce thème, ça ne sert à rien que je fasse l'examen. Voilà, c'est souvent ça qui se passe. C'est totalement faux. Il faut le faire. Même si c'est mauvais, même si ça ne reflète pas votre niveau que vous aurez le jour J, il faut quand même le faire puisque vous allez vous rendre compte de ce que c'est et vous allez pouvoir vous jauger et voir votre capacité à faire l'examen dans les temps. Voilà. Moi, je pense que c'est ça l'élément essentiel.
Donc, travailler en groupe, se tenir au courant de l'actualité juridique, relire ses copies et même celles de ses amis et camarades. Esther, des conseils que vous pourriez donner sur une bonne préparation du CRFPA? Moi, je pense que techniquement, sachant que vous avez tous, ou en tout cas le jour où vous le passerez, vous aurez tous au moins validé un M1, le niveau, vous l'avez. C'est-à-dire que si vous avez réussi à valider toutes ces années, vous avez des connaissances, vous savez travailler. Là, et c'est le problème pour l'avoir constaté plusieurs fois en partiel, vous passez un examen, vous oubliez. Vous allez au suivant, vous oubliez. Là, ce qu'on vous demande, malheureusement pour vous, c'est de vous souvenir de tout. Mais de vous souvenir de tout, mais intelligemment. D'où le code. Alors, le lire en livre de chevet, je trouve ça très courageux. Personnellement, je ne l'ai jamais fait. Mais... Ça dure que 2 mois. Voilà. C'est effectivement, je pense que c'est ce qu'il faut que vous vous disiez. Ce ne sont que 2 mois. 2 petits mois, c'est quand même pas grand-chose. Vous aurez après tout le temps de partir en vacances entre les résultats et votre entrée à l'EFB ou équivalent. Donc voilà, pour moi, vous êtes prêts. Ce qui compte, c'est effectivement, il a raison, l'actualité juridique et vous entraîner. Puisque le temps, et je ne sais pas si Arnaud a déjà corrigé des copies du barreau ou pas, mais effectivement, il y en a quasiment un tiers, il a raison, qui ne sont pas terminés. Et ça, c'est quand même très grave parce que déjà, nous, on part avec un mauvais a priori, on se dit, bon, bah ok, il n'a pas su gérer son temps. Parfois, ça passe, mais parfois, ça passe pas du tout. Donc, si vous êtes très bon et que de toute façon, vous auriez eu 17, quoi qu'il arrive, bah oui, votre copie passera. Mais si c'est juste parce que c'est moyen, vous n'arrivez pas à gérer votre temps, bah si vous êtes noté sur 14, vous pouvez finir facilement avec un 8 ou un 9. Ce qui, quand même, est déjà bien sur 14. Hein. Mais voilà, donc pour moi, la règle, c'est revoyez les fondamentaux. Ensuite, vous savez réfléchir. Travailler dans un code, il a raison, c'est vraiment essentiel pour moi. Entraînez-vous, c'est important. Bien évidemment, lisez nos remarques, parce que sinon, ça n'a aucun intérêt qu'on vous corrige. Tout simplement, parce que la note, en soi, ça compte pas. Hein, dans toutes les prépas, la note ne compte absolument pas. C'est juste la note le jour de l'examen qui va compter. Ce qui compte dans l'entraînement, c'est les remarques des enseignants et les corriger. Donc, lisez les corriger aussi, c'est important. Ça, vous avez comme ça la sensation et vous voyez ce qu'on attend de vous réellement. Voilà, après, à part ça, je vois pas... J'aimerais juste rajouter quelque chose qui peut paraître assez stupide, mais il faut le dire. Il y en a certains sûrement parmi vous qui vont passer l'examen et qui ont, même plus qu'un Master 2, qui ont déjà beaucoup d'autres expériences. Bon. Le CRFPA, il faut vraiment le passer avec humilité. Parce que vous allez revoir des choses que vous savez. On va vous remettre de la méthodologie du cas pratique, de la méthodologie du commentaire d'arrêt. Peut-être pas commentaire d'arrêt, mais en tout cas du cas pratique. Ça peut paraître stupide, mais il faut vraiment reprendre l'aspect méthodologique parce que c'est fondamental en fait sur vos copies. C'est ça qui vous permet d'être dans les temps. Voilà. Et donc, il faut y aller, être humble. C'est pas facile, mais il faut se dire, c'est court et ça en vaut le coup. Voilà. Valable aussi pour la note de synthèse, j'imagine aussi. En faire un maximum, c'est long, c'est laborieux. Et comment est-ce qu'on se prépare efficacement? Parce que c'est quand même une des épreuves les plus sensibles du CRFPA, puis c'est la plus inédite, donc c'est quand même la seule qu'on ne prépare pas, qu'on n'est pas habitué à pratiquer tout au long de la scolarité. Alors effectivement, la note de synthèse, pour moi il y a un aspect positif et un aspect négatif. L'aspect positif, c'est qu'on n'a pas besoin de réviser pour en faire. Voilà. Parce que c'est le but de l'exercice, c'est de ne pas connaître le sujet et de faire une synthèse. Donc au moins, dans vos examens blancs, même si vous ne savez rien, vous devez y aller. L'aspect négatif, c'est que c'est 5 heures et que vraiment ça vous met au fond. Voilà. Quand vous sortez de la note de synthèse, vous n'en pouvez plus. Et c'est vrai que vous êtes obligé d'en faire au moins, allez, je dirais une petite dizaine, peut-être pas 10, mais ça dépend, ceux qui se sentent pas à l'aise, il y en a qui vont se sentir à l'aise assez vite, mais au moins 6, 7, 8 notes de synthèse, et c'est vrai que sur l'espace de 6 ou 7 semaines, ça fait quand même beaucoup, voilà, faut le dire. Maintenant, la note de synthèse, c'est un exercice nouveau, on n'est pas habitué, mais une fois qu'on a compris, on a compris. Et les notes, elles peuvent vraiment monter dans la note de synthèse. Moi, il ne faut pas se décourager, parce que je vous donne un exemple. Moi, en prépa, j'étais vraiment pas bon en note de synthèse, je n'ai jamais compris comment il fallait faire. Et juste avant l'examen, la dernière note de synthèse, j'ai eu une bonne note, et à l'examen, j'ai eu 15. Donc, on peut facilement avoir une très bonne note, juste sur la forme. Parce que c'est que de la forme, la note de synthèse. Donc voilà, évidemment, voilà, l'humilité dans les cours, mais comme normalement, vous
connaissez pas cet exercice, vous allez être attentif. En plus, le coefficient augmenté, je crois, de la note de synthèse, c'est un coefficient 3. C'est à la fois un piège et à la fois une chance, j'ai envie de dire. Donc saisissez cette chance, faites-en, préparez-vous, il n'y a aucun risque. Si vous êtes prêt, vous ne pouvez pas avoir une mauvaise surprise en note de synthèse. Après, ça c'est mon avis. Voilà. C'est profondément une méthode, un examen de méthodologie. Voilà, c'est exactement ça, c'est un examen de méthodologie. Et d'ailleurs, il y a, j'en faisais partie, des étudiants qui comprennent très bien le dossier, on le comprend très bien, on sait exactement ce que nous dit la note de synthèse, mais pour le formuler, pour faire des phrases concises, pour respecter la méthodologie, pour faire 4 ou 5 pages, c'est compliqué. Mais voilà, c'est que de l'entraînement. C'est vraiment que de l'entraînement. N'hésitez pas quand même à bien lire la méthodologie de note de synthèse et à vous entraîner à résumer un document en 3-4 phrases sur les idées essentielles. Puisque ce qui va faire que vous réussissiez votre note de synthèse, c'est votre brouillon. Si vous avez bien fait le travail de brouillon, vous aurez une bonne note de synthèse. Ça, vous le verrez. Mais il ne faut pas avoir peur de cet exercice. Vraiment pas. Voilà. Esther ? Oui, alors moi, je vais vous raconter une petite anecdote. La première fois que j'ai fait partie du jury du CRFPA, on m'a dit, tu vas t'occuper de la note de synthèse. La note de synthèse, pardon, j'en ai jamais fait, je sais pas comment ça se présente. On m'a dit, t'inquiète pas, on va te briefer et puis il y aura un corrigé. J'avoue que j'ai appréhendé, je pense, autant que les étudiants qui ont passé le jour leur note de synthèse. Et au final, en fait, je me suis aperçue que très rapidement, une fois qu'on a lu les documents, le fascicule, et là vous avez de la chance, vraiment, 20-30 pages, c'est court. Donc pour moi, c'est vraiment un plus, c'est un bon point dans la réforme, parce que moi, j'en ai lu des notes de synthèse avec 60 pages. Donc 20 pages, 30 pages, c'est vraiment bien. Et en lisant en fait les copies, on s'aperçoit très vite qu'on voit qui a compris la méthode, et c'est clairement au-dessus de la moyenne, et qui manifestement est à côté de la plaque. Mais pour moi, avoir une note aux alentours de la moyenne, c'est quasiment impossible en note de synthèse. C'est-à-dire que c'est compliqué, soit on a compris la méthode, parce que c'est une méthode, je ne l'ai jamais appliquée, mais a priori, quand on lit les sujets et quand on lit une copie, il faut que pour moi, l'élément clé, c'est quelque chose de clair, qui va présenter les documents de manière intelligente. Après, on vous dit toujours, il ne faut pas apporter d'éléments personnels. Alors non, il ne faut pas ajouter des connaissances supplémentaires, mais grâce à vos connaissances, vous allez pouvoir maîtriser les documents et les mettre en relief. Maintenant, on n'attend pas de vous que vous inventiez la poudre. Enfin, je veux dire, il y a 10 documents, vous faites un plan de parties, de sous-parties, parce que, quand même, désolé, mais nous, on aime bien le côté pragmatique des 2 parties, de sous-parties. Et vous présentez les choses clairement et vous êtes sûr, alors j'imagine que la méthode est quand même un peu plus compliquée, et vous êtes sûr de passer. Passer, j'entends, avoir la moyenne. Si vous vous exprimez clairement, il n'y a pas 15 000 fautes d'orthographe, c'est clair, votre copie est présentable, vous citez les documents, c'est agréable à lire, franchement, vous avez facilement une bonne note. En plus, l'avantage pour nous en tant que correcteurs, c'est que vous êtes limité par le nombre de pages, et ça, c'est quand même agréable. On est loin des 17, 18 pages en droit des obligations. Donc voilà, c'est clair, c'est bien présenté. Vous présentez la méthode, vous avez compris le sujet. Bon, voilà, une fois que vous êtes entraîné, il n'y a pas de problème, je pense. Donc, bien se préparer, se tenir au courant de l'actualité, se préparer à la méthodologie pour une épreuve comme celle-là. Il y a quand même une matière sur laquelle il y a la révision, c'est sûr, c'est liberté fondamentale, mais la méthodologie, c'est plus difficile. C'est quand même le grand oral qui est allongé en plus de 15 minutes. Alors, comment est-ce qu'on se prépare au grand oral efficacement? Alors ici encore, évidemment, c'est le but, j'aime pas dire ça, mais c'est un peu anticiper, pas les sujets mais les thèmes qui peuvent tomber. C'est voir les questions d'actualité qu'il y a eu et s'imaginer toutes les problématiques qui peuvent se poser. Le grand oral, l'objectif pour moi, c'est pas de lire 1000 pages. C'est pas de tout connaître par cœur, de connaître tous les règlements, toutes les lois, voilà, c'est pas ça. Le but, c'est de comprendre la logique qu'on attend de vous, en tant que futur avocat, quand on vous pose une question simple. Voilà. On va vous poser des questions simples au grand oral. Savoir, j'en parlais tout à l'heure, il y a des questions du type, est-ce que j'ai le droit de manger mon chat? Voilà, et vous devez répondre à ça. Et donc, le risque, c'est que vous tombiez dans une discussion café du commerce, où je parle, je réponds. Non, il faut
vous êtes un futur avocat, il faut répondre en liberté publique. Et vous verrez, il faut comprendre la logique des libertés publiques, des libertés fondamentales. C'est toujours un souci de protection de l'ordre public, un souci de conciliation des libertés fondamentales, et donc il faut toujours raisonner ainsi. Donc pour moi, la meilleure chose à faire, c'est aussi de faire des simulations de grand oral. Il faut s'entraîner. Voilà. Même si on a peur, parce qu'on a 1 heure pour préparer le sujet. Voilà, quand on a le cours, c'est facile. Quand on est devant sa préparation, c'est très court, 1 heure. Donc, il faut s'entraîner. Il faut voir les défauts qu'on a. Donc, ou devant quelqu'un, ou filmer. Donc, voilà, il faut le faire plusieurs fois pour se rendre compte de ce qui ne va pas. Si vous allez au grand oral juste en ayant lu vos 1000 pages, pour moi, c'est pas possible. Voilà. Donc c'est comme la note de synthèse finalement, plus on en fait, plus on sera à l'aise. C'est un peu ça, c'est un peu ça, effectivement, puisque c'est des exercices nouveaux. C'est pour ça qu'il faut s'entraîner dans la pratique. Note de synthèse, normalement, enfin, sauf ceux qui l'ont déjà passé, ou certains dans certaines universités, vous en avez très peu fait, voire jamais. Grand oral, c'est pas un oral de spécialité comme il y a eu dans vos années de licence ou comme étaient les anciens oraux de spécialité. C'est vraiment particulier, un magistrat, un avocat, un professeur de droit, donc vous avez été jury voilà, dans le grand oral, c'est très particulier. Et le but, c'est surtout de voir que l'étudiant n'est pas déstabilisé, qu'il est capable de raisonner, qu'il est capable de répondre, et c'est bête, mais qu'il n'est pas stressé, paralysé par la peur en fait. Et pour faire ça, il faut s'entraîner. La logique, c'est quand même de le sortir de sa zone de confort, en rallongeant de 15 minutes l'examen, et là je me tourne davantage vers Esther. La logique de l'examen, en l'allongeant comme ça, c'est quoi finalement? C'est vraiment de pousser au bout la logique de celui qui va devenir avocat, c'est à savoir jusqu'à quel point il est capable de sortir d'une situation où justement on va le mettre mal à l'aise. C'est très difficile de répondre à cette question, déjà parce que j'insiste sur ce point, les oraux sont toujours organisés par les IEJ. Donc là, vous pouvez pour le coup vous fier à ce qu'on vous dira à Paris 1 ou à un quelconque autre IEJ. L'objectif recherché, en réalité, je ne suis pas sûre qu'il soit très clair, sachant que finalement, mettons de côté l'anglais, le grand oral reste la seule épreuve finale. C'est par le grand oral qu'on va déterminer ceux qui sont ric-rac, à qui on dit bonjour et à qui on dit au revoir, concrètement. Donc nécessairement, en 15 minutes, c'était un peu compliqué. 15 minutes de questions, sachant qu'on sait comment ça se passe, même si vous êtes tétanisé, vous parlez extrêmement vite, vous ne dites pas toujours des choses très pertinentes, mais vous avez envie de parler à ce moment-là. Et donc les 15 minutes passent en 20, 25 minutes, alors on est sympa ou on ne l'est pas, on vous coupe ou on ne vous coupe pas. C'est pareil, là on n'a toujours pas de règles harmonisées et on n'en aura pas puisque c'est chaque IEJ qui va décider. Et ça, c'est même pas chaque IEJ, c'est chaque jury qui, en fonction des jours, décide on coupe ou on coupe pas les étudiants. Donc vous ne savez pas vraiment à quelle sauce vous allez être mangé, entre guillemets. Les questions, oui, c'est pas forcément pour mettre les étudiants en difficulté, c'est pour voir comment vous allez réagir. Puisqu'il y a des étudiants qui présentent très bien, qui s'expriment parfaitement bien, puisque pendant 1 heure, ils ont écrit tout leur petit discours, et dès qu'on leur pose une question, c'est les larmes, ou c'est... voilà, ils savent plus, ils sont complètement déstabilisés, et ça... Malheureusement, vous n'avez jamais été préparé à ça, à moins d'avoir fait quelques masters de recherche qui sont réputés pour avoir des enseignants un peu virulents qui mettent les étudiants à mal pendant les séminaires. Vous n'êtes pas préparé pour en réalité. Donc oui, là, il faut vous entraîner, mais pour moi, avant de passer un entretien... Entraînez-vous déjà pour n'importe quel sujet à parler, vous exprimer clairement et distinctement, la tête haute, en regardant l'intégralité des membres du jury. Entraînez-vous en vous regardant vous-même dans un miroir. Pour moi, c'est la première étape. Tant que vous n'aurez pas passé cette étape-là, parlez de n'importe quoi. Hein. Le matin, vous prenez 10 minutes, vous vous regardez dans votre miroir et vous vous exprimez pendant 10 minutes face à vous-même. Une fois que vous avez fait ça, vous allez... Les connaissances, c'est une chose, mais c'est la présentation, la manière dont vous exprimez, dont vous allez être déstabilisé ou ne pas déstabiliser, et ça sera effectivement l'entraînement. Encore une fois, il ne faut pas connaître l'intégralité, on ne vous demande pas la dernière jurisprudence, à moins que ce soit des jurisprudences phares, dont l'intégralité des médias s'expriment sur le sujet. C'est absolument pas ça. Si vous ne connaissez pas l'arrêt de 1810, on s'en fiche, c'est pas la question.
D'accord? La question, c'est de savoir comment, par exemple, est-ce que vous avez le droit de manger votre chat? Ce que nous disait Arnaud tout à l'heure, si effectivement vous dites, bah, je sais pas, c'est peut-être pas très bon, ça dépend avec quel assaisonnement, bon, non, là c'est terminé, vous êtes cuit. Maintenant, rassurez-vous, les gens qui ont des très mauvaises notes aux oraux, enfin pour le grand oral, ça reste quand même extrêmement rare et on est face à des situations, enfin les gens quand ils sortent, ils savent que c'est fini. Voilà, on n'est pas là pour vous couler et après ça dépendra des IEJ, ça dépendra de l'humain, ça dépendra de tout ça parce que ça reste quand même un examen, ça reste quelque chose d'aléatoire, hein. Vous savez qu'il n'y a rien d'écrit à l'avance. Vous pouvez être très bon et avoir eu toutes vos années avec mention sans pour autant réussir à avoir le CRFPA. Puis il y a des étudiants qui sont finalement pas très bons et qui ont avec brio l'examen du CRFPA. Donc voilà, ça reste un examen, c'est aléatoire. Vous pouvez tomber sur un thème que vous n'avez pas vu, un thème que vous avez vu, d'où l'intérêt de brasser large. Voilà, enfin, humainement, je pense qu'avec la réforme, on pourrait être enclin à être plus sympathique sur les épreuves à l'oral d'admission, puisqu'en fait, c'est la seule marge de manœuvre qui nous reste aujourd'hui. Voilà, après, c'est... Arnaud, même si tu nous as déjà livré un peu ton expérience et comment ça s'est fait, est-ce que tu peux nous retracer un peu comment toi tu t'es préparé et comment ça s'est passé, vraiment ton vécu? Alors, moi j'ai commencé je vous cache pas, à réviser début juillet, mi-juillet. Donc c'est pas non plus, il faut pas s'alarmer, parce que vous allez avoir des amis qui ont commencé à réviser, qui ont déjà commencé à réviser. Voilà, je veux dire, c'est pas un critère pour réussir. Il faut juste avoir toujours le but en vue et se dire que ça va être 2 mois compliqués. Moi c'est ce que je me suis dit, donc j'avais fait la prépa, j'ai suivi les cours, mais j'ai essayé d'aller à l'essentiel en fait. Je pense que ça c'est mon expérience de chargé de TD puisque j'ai corrigé beaucoup de copies et donc je sais ce qui énerve un peu dans les copies et ce qu'on attend. Et on n'attend pas que vous recrachiez votre cours ou que vous montrez que vous savez en fait. Voilà. Quand on pose une question, il faut un raisonnement clair, structuré et carré. Voilà. Et moi j'ai essayé de m'efforcer, de me préparer, c'était du boulot mais tout le monde fait ça, enfin il y en a beaucoup qui ont fait ça, à de multiples éventualités de questions. Et me dire, bah si, il y a ça, il faut que je réponde ça. Et donc, avec mon code, que je connaissais quand même presque par cœur, je savais où il fallait chercher. Voilà. Ce qui fait que j'ai réussi à terminer les épreuves du CRFPA. Et ça m'a permis aussi de prendre confiance en moi et de me dire, mais il n'y a aucune raison, je suis prêt. Il y a toujours, sachez-le, un moment de creux dans les révisions. Un moment où on n'en peut plus, où on a envie de tout lâcher, où si on fait une prépa, on a des mauvaises notes, où on se dit qu'on n'y arrivera pas, vous aurez peur par la réforme parce que vous allez vous dire mais qu'est-ce qu'ils vont nous faire, etc. Voilà, mais c'est normal, ça arrive à tout le monde, enfin, c'est pas pour ça que faut avoir peur. Moi ce que je faisais aussi, c'est que, alors, je ne sais pas si ça peut valoir pour vous, mais je lisais beaucoup de corrigés. Je voulais voir ce qu'on attendait vraiment de l'examen du CRFPA. Aujourd'hui, évidemment, il n'y a pas de corrigés, vu que c'est la réforme, mais je pense que les corrigés anciens ne sont pas du tout à jeter, puisque c'est quand même la même logique. C'est exactement pareil. Si vous faites le corrigé de l'IEJ Paris 1 ou Paris 2 de l'année dernière, vous aurez une très bonne note, je vous rassure. Donc voilà, j'ai essayé de voir comment est-ce qu'il fallait raisonner. J'ai refait pas mal de méthodologies, puisque la méthodologie de la licence ou du Master 1 n'est pas forcément celle qu'on attend de vous au CRFPA. Et voilà, j'ai pris mon mal en patience, puisqu'à la fin, j'avais qu'une envie, c'est que ça passe. Très bien.